En 1968, la Banque mondiale dressait un tableau sombre de la situation économique désespérée de l'île Maurice. Sans pétrole, sans or et sans terre disponible, cette minuscule île était considérée comme condamnée d'avance. Pourtant, contre toute attente, elle a déjoué tous les pronostics pour devenir l'une des nations les plus riches et les plus stables d'Afrique. Comment un pays qui ne possédait rien a-t-il pu atteindre un PIB par habitant qui rivalise aujourd'hui avec les plus grandes puissances mondiales ? Il ne s'agit pas simplement d'une histoire de survie, mais d'un exemple magistral de transformation d'une faiblesse géographique en force mondiale. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour découvrir comment cette île a redéfini les règles de la prospérité. Chapitre 1. L'île qui a défié les pronostics. On ne s'attendrait pas à trouver l'île Maurice en tête du classement des pays les plus riches d'Afrique. Petite, isolée au milieu de l'océan Indien, elle ne possède pas les richesses naturelles qui font la force de nombreuses économies. Du pétrole, pas d'or, pas de vastes terres agricoles. Juste de la canne à sucre, du soleil et la mer. Lorsqu'elle a accédé à l'indépendance en 1968, même les experts internationaux l'avaient condamnée. La Banque mondiale est allée jusqu'à la qualifier de cas d'école de surpopulation et de désespoir économique. Autrement dit, une nation vouée à la lutte. Mais l'histoire ne s'est pas déroulée ainsi. Aujourd'hui, Maurice figure fièrement parmi les nations les plus riches et les plus stables d'Afrique, avec un PIB par habitant supérieur à celui de pays bien plus vastes. C'est une histoire qui remet en question toutes les idées reçues sur la richesse et la géographie. Comment une petite île si pauvre a-t-elle pu connaître un tel succès ? La réponse ne tient ni à la magie, ni à la chance. C'est le fruit de décisions judicieuses, d'un leadership audacieux et d'un peuple qui a refusé d'être limité par sa géographie. Maurice a su transformer ses faiblesses en force. Avec à peine 2000 km² et une population de moins d'1,5 million d'habitants à l'indépendance, le pays avait toutes les raisons de s'effondrer sous la pression. Les cyclones détruisaient régulièrement les récoltes et le prix du sucre, sa principale exportation, fluctuait de manière imprévisible. Pourtant, au lieu de céder au désespoir, Maurice a élaboré un plan. Ce plan reposait sur une idée simple et puissante. Chapitre 2. De la canne à sucre à la croissance intelligente. Dans les années 1970, l'île Maurice était confrontée à une dure réalité. Une seule culture, une seule exportation et un risque majeur. Le sucre était vital pour l'économie, mais aussi une bombe à retardement. Les cours mondiaux pouvaient s'effondrer du jour au lendemain et un simple cyclone pouvait anéantir des mois de dur labeur. Le gouvernement savait qu'il fallait agir vite. Dépendre uniquement du sucre revenait à un suicide économique. Cette prise de conscience a donné naissance à l'une des transformations les plus impressionnantes d'Afrique moderne. L'île Maurice a misé sur la diversification et n'a jamais regretté ce choix. Le gouvernement s'est ouvert au monde, créant ce que l'on a appelé les zones franches d'exportation. Ces zones offraient des avantages fiscaux et des incitations aux investisseurs étrangers, attirant des entrepreneurs de Hong Kong, de France et du Royaume-Uni. Rapidement, des usines textiles ont commencé à fleurir sur toute l'île. Des milliers de femmes, dont beaucoup n'avaient jamais occupé d'emploi formel auparavant, ont intégré le marché du travail. Pour la première fois, les familles bénéficiaient de revenus stables. La pauvreté a commencé à reculer et un sentiment de fierté nationale s'est développé. Dans les années 1980, l'île Maurice n'exportait plus seulement du sucre, mais aussi la mode, la créativité et l'artisanat. Mais le véritable génie de la stratégie mauricienne résidait dans la suite. Au lieu de dilapider leurs nouvelles richesses, les dirigeants réinvestirent ces profits dans l'éducation, les infrastructures routières et de nouvelles industries. Ils concevaient la croissance non comme une fin en soi, mais comme le fondement d'un projet plus ambitieux. Le tourisme devint alors la nouvelle opportunité. Ces mêmes plages, autrefois considérées comme des terres inexploitées, devinrent le principal atout de l'île. Les complexes hôteliers prospérèrent, les compagnies aériennes se développèrent et l'île Maurice acquit une nouvelle identité, celle d'une destination tropicale de renommée mondiale. Les investisseurs étrangers remarquèrent quelque chose de différent sur cette île. Ce n'était pas seulement la beauté des paysages qui les attirait, mais aussi la stabilité, l'efficacité et l'intégrité de ses institutions. À une époque où de nombreux pays africains étaient aux prises avec la corruption et l'instabilité politique, l'île Maurice offrait une alternative rare.
Cette période est restée dans les mémoires comme le grand réveil économique du pays. Une époque où hommes politiques, chefs d'entreprise et travailleurs, malgré leurs divergences, se sont unis autour d'un objectif commun, bâtir un avenir meilleur et plus prospère. Tandis que d'autres étaient divisés, Maurice est resté uni. Et cette unité fut le secret de son ascension fulgurante, de la canne à sucre à une croissance intelligente. L'île Maurice n'a pas atteint le sommet par chance, ni grâce à d'abondantes ressources naturelles. Elle y est parvenue parce que son peuple et ses dirigeants ont choisi d'investir dans quelque chose de bien plus puissant, le savoir. Dès les premières années de son indépendance, le pays a fait un choix audacieux qui allait redéfinir son avenir, l'éducation gratuite pour chaque enfant. Non seulement l'enseignement primaire, mais aussi, à terme, l'enseignement supérieur gratuit. C'était une affirmation de principe. L'avenir de la nation se construirait dans les salles de classe et non dans les champs de canne à sucre. Cette décision s'est avérée payante. Le taux d'alphabétisation a explosé, une main-d'œuvre qualifiée a commencé à émerger, et bientôt les Mauriciens ne produisaient plus seulement des biens, mais aussi des idées, des innovations et une expertise. L'île a commencé à exporter des professionnels, des ingénieurs et des cadres dans le monde entier. Dans une région où la fuite des cerveaux était courante, l'île Maurice a transformé sa population instruite en un atout plutôt qu'en un handicap. Mais l'éducation n'était pas la seule clé de l'essor de l'île. La stabilité en était une. Alors que de nombreux pays étaient aux prises avec des coups d'État et la corruption, Maurice est devenu un modèle de démocratie. Dès les années 1990, elle avait instauré un système privilégiant les transitions pacifiques du pouvoir et des institutions solides. Les luttes politiques se déroulaient au Parlement et non dans la rue. Les investisseurs ont rapidement compris que les capitaux affluaient là où ils se sentaient en sécurité. Et Maurice offrait précisément cela. Puis vint la révolution financière. Le gouvernement réalisa qu'il pouvait faire de sa stabilité et de sa gouvernance avisée un atout majeur pour attirer les entreprises internationales. Grâce à des incitations fiscales, des conventions de double imposition et une législation favorable aux investisseurs, Maurice s'est positionné comme la porte d'entrée financière de l'Afrique et de l'Asie. Du jour au lendemain, des entreprises internationales installaient des bureaux à Port-Louis, utilisant l'île comme base pour leurs opérations sur le continent. L'économie, autrefois dépendante du sucre, accueillait désormais banquiers, avocats et professionnels de la tech. Mais ce qui distinguait véritablement Maurice, c'était l'équilibre. Elle ne laissait pas les investisseurs étrangers la dominer ni l'exploiter. Au contraire, elle s'est associée à eux, tissant des liens commerciaux avec l'Inde, la Chine et l'Europe, tout en protégeant ses propres intérêts. Des dirigeants comme Sir Siwusagur Ramgoolam, puis Aneruddh Jugnauth, ont pratiqué une politique pragmatique, privilégiant la croissance nationale à long terme plutôt que la popularité à court terme. Grâce à l'éducation, à la stabilité et à des politiques avisées, Maurice a redéfini les règles du développement. Elle a prouvé que même une petite île pouvait devenir une puissance financière, non par la force ou la chance, mais par la détermination, la discipline et l'intelligence, plutôt que par la force brute. L'île Maurice a parcouru un long chemin depuis l'époque de la canne à sucre. Ce qui n'était autrefois qu'une petite île vulnérable, luttant pour sa survie, est aujourd'hui l'une des nations les plus riches et les plus stables d'Afrique. Avec un PIB par habitant dépassant les 10 000 $, soit près de 5 fois la moyenne africaine, elle prouve qu'une planification intelligente et un leadership fort peuvent accomplir ce que beaucoup croyaient impossible. Promenez-vous aujourd'hui à Port-Louis et vous constaterez les résultats de décennies de transformation. Tours de bureaux modernes, quartiers financiers animés et écosystèmes technologiques en pleine expansion témoignent du chemin parcouru par l'île. Le long de la côte, des complexes hôteliers de luxe attirent des visiteurs du monde entier, tandis que les étudiants et les professionnels bénéficient d'un accès à l'un des systèmes éducatifs les plus performants de la région. L'île Maurice ne se contente pas de survivre, elle prospère, portée par la finance, le tourisme, l'éthique et l'innovation. Mais toute réussite comporte son lot de défis. Sous cette prospérité apparente se cache un sentiment croissant d'inégalité. Le coût de la vie a grimpé en flèche, le logement est devenu moins abordable et de nombreux jeunes Mauriciens ont le sentiment d'être laissés pour compte par le succès que leurs parents ont contribué à bâtir. La beauté de l'île, autrefois source de fierté, est également menacée. Le changement climatique engendre des cyclones plus violents, une montée des eaux et de nouveaux risques pour le secteur du tourisme.
Pourtant, s'il y a une chose que Maurice a prouvée à maintes reprises, c'est bien sa résilience. Lorsque les prix du sucre se sont effondrés, l'île s'est tournée vers le textile. Lorsque ce secteur a ralenti, elle a bâti un empire touristique. Lorsque le tourisme a atteint sa maturité, elle s'est transformée en une place financière mondiale. Chaque défi est devenu une occasion de se réinventer. Aujourd'hui, alors que le monde évolue vers des économies numériques et d'énergie verte, Maurice réitère cette stratégie en investissant dans les énergies renouvelables, les start-up technologiques et l'éducation de demain. L'histoire de l'île n'est loin d'être terminée. Son avenir dépend non seulement de ses indicateurs économiques, mais aussi du maintien de l'unité et de la vision qui l'ont mené jusqu'ici. À l'approche de 2050 en Afrique, Maurice se dresse comme un symbole de ce qui est possible lorsqu'une nation ose penser différemment. C'est bien plus qu'une simple success story insulaire. C'est un rappel que la taille, la géographie et l'histoire ne déterminent pas le destin. Ce sont la vision, l'adaptabilité et un leadership éclairé qui le font. Et en ce sens, l'île Maurice demeure un miracle moderne d'Afrique. Merci d'avoir regardé.